à quoi nous sommes invités quand on habite dans des villes et quand on est au rythme trépidant de la machine, c'est d'apprendre à être centré et autre chose, d'accord? Donc on ne peut pas toujours être dans un monastère pour être centré. Donc c'est aussi ça que nous allons expérimenter. Alors je vais rester debout à peu près tout le temps, ne serait-ce que pour faciliter aussi les présentations des autres. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire, et on s'est mis d'accord tous les trois pour arriver à accorder nos violons et ne pas être trop dans la répétition. Ce que je voulais vous dire, et sous quelle facette je l'ai mis, c'est que pour moi, on est effectivement dans un changement de monde, changement de paradigme, ça va, je pense que ça devient acquis pour en tout cas plein de gens qui sont là. Simplement, c'est la manière de le nommer. Et moi, j'ai eu envie de le nommer une néo-renaissance. C'est-à-dire que pour moi, on est dans la dynamique, dans l'intensité, dans l'importance d'un changement de monde, comme le Moyen-Âge l'a eu quand il est rentré dans la Renaissance, ou quand la Renaissance l'a vécu dans cet intervalle. Sauf que nous sommes dans l'intervalle. C'est-à-dire que nous n'avons pas le recul de 300 ans pour dire « Ah ben tiens, c'était là, d'ailleurs les historiens sont confortables, ils mettent des dates, d'ailleurs depuis quelque temps ils sont plus d'accord, puisque ça dépend à partir de quoi ils mettent le début et la fin. » Mais il y a des moments où on est dans l'intervalle. Nous sommes dans cet intervalle, de mon point de vue, avec peut-être de l'optimisme pour certains, en train d'en sortir, mais néanmoins on est dedans. Et dès l'instant qu'on est dans un intervalle, dans une position, dans un entre-deux, eh bien on voit tout en même temps, ce qui crée une confusion et ce qui donne une perception de chaos. Donc on va avoir des termes comme modernité, qu'on entend toujours et encore, il y a un certain nombre de personnes qui ont ce cadre de référence de modernité, c'est-à-dire inspiré par le siècle des Lumières, avec comme conviction que le progrès va donner la science, c'était comme ça, que la science va apporter la résolution de tous nos problèmes et donc nous apporter le bonheur à tous, c'était quand même ça l'élan. Ensuite, avec le 19e, ça a été l'extraordinaire révolution industrielle, donc on y était dedans, enfin ça devait être excessivement agréable d'être là-dedans. Donc cette modernité, elle est toujours présente et des gens en sont convaincus, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette notion de progrès, elle va s'être traduite notamment par de la croissance, donc toujours sans arrêt, plus, etc. Une espèce de ligne comme on a appris à l'école, vous savez, la ligne du temps, sauf que là, c'est même pas la ligne du temps de façon horizontale, c'est carrément pointant vers un futur avec cette notion d'expansion sans arrêt, sans arrêt. Bon. Force est de constater que nous avons eu quelques petits ralentissements à ce grand enthousiasme. Donc, ce que j'ai voulu mettre en parallèle ici, c'est il y a eu une exposition l'année dernière sur 1500, donc pour mentionner un siècle qui était une transition entre le Moyen-Âge et le démarrage de la Renaissance, et je postule que c'est à peu près la même chose. Donc ça nous amène à la post-modernité, ce que vous avez sans doute aussi beaucoup entendu, qui pour moi, si je faisais un dessin, donc il y a la modernité qui serait un paradigme qui est en train de décroître pour X raisons que je vais nommer. Le fond du creuset serait la post-modernité, et ce qui est émergent, en tout cas moi je le nomme néo-renaissance. Voilà. Donc vous avez des gens qui vont vous dire mais aujourd'hui on est dans la modernité, et d'autres mais on est dans la post-modernité, et d'autres mais on est dans la néo-renaissance. Absolument, vous avez raison, il y a à peu près de tout. C'est un peu comme une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on va avoir autant des uns que des autres que des troisièmes. Sauf que dans la courbe de Gauss, c'est là qu'on n'est pas tous d'accord sur la partie la plus importante en volume. Donc il y en a qui disent, nous, on est majoritairement des modernes, donc des postmodernes, etc. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se fissurer. Pourquoi je vous ai parlé des Lumières? C'est parce qu'on a eu une faillite des promesses qui avaient été annoncées. Donc si le 19e a fait, avec l'industrialisation, des réalisations extraordinaires et effectivement nous apporte un certain confort, je ne sais pas si on serait tous enthousiastes de fonctionner à la bougie et sans chauffage aujourd'hui, par exemple. Donc il y a des progrès réels qui sont tout à fait intéressants, mais on a aussi vécu avec le 20e le dérapage, c'est-à-dire, comme le disait Rappelé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on a eu ces dérapages et ça s'est traduit par les deux guerres mondiales avec des horreurs. Ça s'est traduit au niveau de la pensée avec la dernière des idéologies qui était le communisme qui s'est écroulé avec les goulags et le mur de Berlin. Donc ça veut dire qu'on a eu vraiment des ralentissements énormes en se disant mais c'est juste pas possible, qu'est-ce qu'on peut nous faire?
Donc c'est pas étonnant que ça ait donné une crise de morosité, de sinistrose, de désespérance après 89, donc c'est pas immédiat, c'est pas le lendemain matin, donc ça a mis un certain temps à s'installer. Rappelez-vous que depuis 73, nous avions connu un choc pétrolier qui a eu des suites, donc paf, au niveau de l'économie aussi des choses qui se sont produites. Et de cette ambiance comme ça en dégringolade, on a vu des choses émerger, c'est-à-dire que les Lumières prenaient la raison. Donc la postmodernité a dit mais non, il faut autre chose, et on est allé de l'autre côté à fond dans l'affectuel, donc on est tous copains, on se groupe, on fait des choses émotionnelles et autres, et concurremment vous avez par le plus grand des hasards le développement de l'intelligence collective et autres, enfin voilà, on voit des correspondances, je suis obligée de vous le faire en accéléré. Quand vous l'aurez dans le livre, vous verrez, mais vous n'aurez pas le livre aujourd'hui, comme ça c'est réglé aussi. Là. Bref, donc voilà. Donc je suis obligée de vous le faire en rapide. Donc de ces deux extrêmes, on voit que c'est pas tenable. On ne peut pas être un monde que de raison en oubliant qu'on a un corps, qu'on a une sensibilité, qu'on a des émotions. Et on ne peut pas être que de l'émotionnel qui se répand partout, parce que ça ne le fait pas non plus. Et pour les projets, ça ne le fait pas non plus. Si vous êtes que en train d'imaginer des choses émotionnelles, ça ne va pas marcher. Donc il faut aussi de la raison. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une réconciliation, qu'on a besoin de quelque chose qui va au-delà. Et plus essentiellement encore, comme je vous ai dit, on a eu une faillite des idéologies, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, on ne pouvait plus croire en rien, c'est-à-dire qu'on avait, nous, avec la Révolution française, enlevé la royauté, et on a enlevé Dieu aussi, tant qu'on y était, on s'est dit allez hop. Donc ça a coupé les personnes de la transcendance, c'était sans doute très très bien d'initier la laïcité, mais pour les personnes qui ont besoin de sens, il n'y a plus eu de quelque chose à quoi se raccrocher. Donc le marché qui est devenu la nouvelle idéologie du capitalisme, c'est devenu le libéralisme. Le marché est devenu la notion raisonnable qui a pu prendre toute sa place et qui a apporté une réponse en disant moi je peux vous permettre de gagner des sous, je vous permets d'avancer, je vous permets de faire des choses, donc je suis la nouvelle promesse de bonheur. Je ne vous fais pas la leçon, vous voyez ce que ça donne au bout d'un certain temps. Et donc toutes ces crises à répétition, ce ne sont plus des crises, quand on en compte, je ne sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête, selon les uns ou les autres, 256, 480, je ne sais plus, enfin bon, en quelques décennies, on ne sait plus la quantité de crises qu'il y a à répétition, certaines évidemment plus importantes que d'autres, mais une crise est censée être, étymologiquement, à part le sens chinois, ponctuelle, et donc de ne pas durer dans le temps. Quand ça dure sur plusieurs décennies, c'est que ça doit être autre chose. Donc, mon postulat, je passe sur tous les éléments, sinon je vais mettre tout le monde en retard, ça ne serait pas juste, c'est qu'on est dans une fin de cette postmodernité, on est dans quelque chose d'autre qui émerge. Donc, j'avais voulu vous mettre quelques mots sur la Renaissance, donc ce moment où nous avons eu concurremment l'arrivée de l'imprimerie, la découverte des nouveaux mondes, tous les arts qui ont littéralement explosé, notamment avec ces magnifiques arts en Italie qui ont donné après tout ce qu'on connaît en France. Donc, et surtout, quelque chose qui... Les penseurs se sont dit, les philosophes se sont dit, il faut qu'on se tourne vers autre chose. Donc ils ont redécouvert la pensée classique, c'est-à-dire les Grecs et les Romains qui avaient été en fait que la pensée grecque surtout qui était que dans les mains des moines qui retraduisaient au fur et à mesure les textes principaux, et du coup il y avait des commentaires sûrs, mais il n'y avait plus les textes de base. Donc il y a eu une envie de revenir à la source. Donc la Renaissance classique a eu besoin de revisiter son humanité en allant se nourrir de ces anciens-là. Mais nous, c'est fait ça. On peut aller relire Platon, on connaît, enfin, un peu. Donc ça, c'est fait. Donc on se dit, on ne peut pas aller chercher là quand même. Non, mais je sais, mais il faudrait vérifier qu'on s'en rappelle tous. Mais bon, on va supposer qu'on est super cultivé, qu'on s'en rappelle tous. Donc, a priori, on a ce bagage-là aujourd'hui. Donc on se dit, mais comment on va aller se renourrir, puisqu'il y a nécessité de chercher de nouvelles références. Donc, je vous le fais en très très rapide pour laisser de la place à mes amis. On ne peut pas aller explorer un nouveau monde, puisqu'on les connaît à peu près tous sur Terre. On a essayé avec la conquête de l'espace, mais alors le problème, c'est que quand il y a moins de sous, même la NASA, quick, est obligée de couper ses budgets. Donc, comment on fait? Alors, certes, les Chinois vont s'y mettre, mais enfin... De toute façon, Mars n'est pas encore habitable tout de suite. Ça ne va pas nous aider, nous, tout de suite, là, d'accord? Ça ne va pas résoudre notre problème immédiat. Donc la conquête de l'espace, qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire à partir des années 60 et autres, la découverte de la Lune, ça a fait un enthousiasme extraordinaire.
On était toujours dans la dynamique de progrès, patatras, pas forcément les moyens, on voit que ça ne va pas être pour tout de suite, donc il va peut-être falloir arriver à régler les problèmes que nous avons ici avec un autre moyen. Et donc le nouveau territoire qui arrive, enfin qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouveau monde? Eh bien c'est Internet qui s'appelle le 6e continent maintenant. C'est-à-dire qu'on est revenu sur Terre et on est allé explorer autre chose, ce terrain du virtuel. Donc pour certains, dès l'instant qu'on a un jugement moral, on dit c'est pas bien, c'est le virtuel par rapport au réel. Bon, c'est un réel tangible aussi quand même, ça a une forme simplement différente. Nous avons besoin de nous y acclimater, tout le monde ne sait pas encore ce qui s'y passe, mais en tout cas c'est intéressant de le concevoir comme un nouveau territoire dans lequel il se passe des choses totalement incroyables. Donc il y a, comme tout ce qui est le produit de l'humanité, il y a le meilleur comme le pire, et donc il y a une quantité impressionnante d'informations. Moi je sais que j'avais créé une entreprise avec des amis, en 94 on avait un site sur internet. Et ben on pouvait nous trouver facilement, sauf qu'il n'y avait personne qui allait sur Internet. Mais bon. Et donc quand on regarde en presque 20 ans, c'est juste hallucinant de voir. Maintenant c'est une forêt, enfin c'est juste hallucinant. Vous tapez avec Google, vous trouvez tout et n'importe quoi. Enfin, c'est juste incroyable, cette explosion d'informations. Et qu'est-ce que ça apporte? Premièrement, dans son ADN, ça c'est intéressant de voir. Internet a été fait au départ gratuitement pour des échanges d'informations. Donc c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui contient dans son ADN une vocation marchande au départ. Donc ça fait aussi des choses différentes. Et pour les Anglais, c'est un espace free, c'est-à-dire à la fois gratuit, ça c'est ce qu'on a l'habitude de traduire, mais aussi libre. D'où toutes les notions d'open source, d'open data, de wiki, etc., qui poussent quand même un certain nombre de personnes à partager de la connaissance, à partager des informations, et gratuitement. Ça c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est les réseaux sociaux. Donc effectivement, vous avez les détracteurs qui vont dire oh, de toute façon, ils sont sur Facebook juste pour dire bonjour, bonne nuit et je me suis lavé les dents. Certes, ça existe aussi, mais en très peu de temps, on a vu aussi l'utilisation des réseaux sociaux pour porter des convictions, pour porter des engagements, pour relayer des informations. Et du coup, ça va à une vitesse phénoménale et nous avons beaucoup de mal à suivre. Et ça, c'est juste une petite parenthèse. Si nous sommes stressés, une des raisons, c'est parce que nous sommes sortis de notre rythme d'être vivant, faisant partie du vivant, et nous sommes en train de devoir suivre le rythme de l'informatique et de la rapidité des flux, et on ne suit pas. Si vous avez pris un café, il va mettre un certain temps à se digérer. Voilà, donc on n'est pas dans cette immédiateté, et quand vous recevez un mail, on suppose que vous allez répondre à l'instant, donc ça crée une pression extraordinaire. Donc les parallèles que je voulais faire, c'était l'imprimerie à la Renaissance Internet aujourd'hui, explorer des nouveaux mondes, revisiter le passé de l'humanité. Qu'est-ce qu'on est allé chercher nous? On est allé chercher les seuls qu'on n'avait pas regardés jusqu'ici, qu'on avait qualifiés de sauvages et de barbares à l'époque, puis de peuples primitifs, et maintenant qu'on appelle quand même de peuples premiers, puisque nous étions dans notre arrogance de civilisation et qu'on les considérait comme des sauvages. On s'est quand même demandé à la conférence de Valladolid s'ils avaient une âme, donc vous voyez, enfin, nous aussi les femmes, pendant longtemps on s'est demandé sur... Donc je vous dis, on en a une quand même, je vous confirme. Voilà, donc time is over. Ok, bon, je me dépêche. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ces parallèles avec nouveaux continents, nouvelles inspirations. On va chercher dans le patrimoine global de l'humanité des ressources pour se ressourcer, se réinventer, trouver quelque chose d'autre. Le nouveau continent, c'est Internet et c'est le moyen d'après, et ça nous amène à recomposer notre façon de fonctionner et autres. Et juste une chose très très vite que je voulais dire, on a aussi quelque chose qui est intéressant au niveau de la Renaissance, c'est qu'il y a évidemment qu'il y a des tonnes de gens qui ont influencé, j'en ai sélectionné 2 qui me semblent des êtres majeurs qui ont eu un poids sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Einstein et Gandhi. Alors voilà, vous pouvez bien en prendre des tas d'autres, mais Einstein, pourquoi? Parce qu'il a impulsé, en tout cas c'est la figure emblématique pour, dans le sens commun, pour représenter la physique quantique. Si un physicien, évidemment, il va hurler, mais pour nous, on va dire que ça va suffire comme ça. Donc la physique quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons complètement modifié nos représentations sur le réel.
nous sommes habitués à la matière. La physique quantique nous explique que l'essentiel, c'est de l'énergie, que la matière est un sous-ensemble. Donc ça veut dire que nous répondons à des lois totalement différentes de celles de Newton. Et du coup, plus on en est conscient, plus nos représentations changent, pas le réel, mais nos représentations sur le réel. Et chose extraordinaire, plus nos représentations sur le réel changent, plus les choses changent. C'est ça qui est absolument fabuleux et qui fait partie, évidemment, des propriétés du quantique. Et deuxième point, et donc, juste ce que je voulais dire, donc la physique quantique amène à la pensée du « et », c'est-à-dire qu'on peut être à la fois une onde et une particule, donc on peut être à la fois ici et penser à autre chose, donc ça veut dire une notion de concomitance, une notion de faire des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, ensemble et intégrées. Donc la notion d'holisme, de choses globales arrive. Et ce que Gandhi a apporté, premièrement, c'est qu'on peut faire de la politique autrement que par la guerre, accessoirement quand même, c'est intéressant. Donc il a apporté comment on agit dans la politique avec une action non violente et qu'est-ce que ça peut donner. Et qu'est-ce que ça veut dire la non-violence? Ça veut dire des valeurs de paix. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans cette société de mutation? On veut coopérer. On ne peut pas coopérer si nous n'avons pas des valeurs de paix. C'est-à-dire que vous et moi avons autant de valeurs, nous sommes équivalents dans notre humanité, d'où la contribution de Christine, et c'est parce que nous avons cette équivalence de principe qu'à l'heure, nous pouvons coopérer, réaliser des synergies, et du coup peut-être faire changer quelque chose. Voilà, ça suffit, parce que sinon mes amis ne vont pas avoir l'espace dédié. Je vous remercie.